Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le gouvernement lance donc de vastes chantiers sur le volet social en ce moment avec ses deux grandes réformes, le chômage et les retraites. Alors concernant le chômage, eh bien, le gouvernement a dévoilé, c'était le 21 novembre dernier, c'était aux partenaires sociaux, ces décisions sur ces nouvelles réformes de l'assurance chômage. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a fait connaître aux organisations patronales et syndicales les arbitrages retenus après une concertation, je cite, député en octobre. Alors, ce que nous découvrons à ce moment-là, c'est une météo de l'emploi, finalement. Lumière rouge, lumière verte. Alors, si le taux de chômage est sous les 9%, s'il baisse pendant 3 trimestres consécutifs, le pays sera en feu vert, période verte. Et puis, si le taux de chômage passe au-dessus des 9%, on augmente de 0,8% en un trimestre. Alors, le pays passe en période rouge. Et là, les droits sont rétablis à 100%, parce que quand on est en période verte, en revanche, la durée des droits baissera de 25%. Ça, c'est pour le chômage. Les grandes annonces du chômage et les grandes concertations ont donné lieu donc à ces feux ou cette météo rouge et verte. Et puis, le deuxième volet, donc, concernant les retraites. Alors là, c'est le 1er décembre que l'exécutif a remis sur la table le projet de réforme des retraites avec, après un nouveau cycle de concertation. Et donc, Elisabeth Borne en a présenté les grandes lignes. L'âge de départ à la retraite, d'abord. Ce projet de réforme prévoit de porter progressivement, dit-on, l'âge légal à la retraite de 62 ans aujourd'hui à 65 ans d'ici 2031. Un report de l'âge qui commencerait à s'appliquer dès la génération née en 1961 et serait augmenté de 4 mois chaque année à compter de 2023. Selon Elisabeth Borne, ces mesures permettraient de ramener le système à l'équilibre dans les 10 ans. Alors, on a la question des carrières longues, ce principe des carrières longues, vous savez, ces carrières qui ont commencé très tôt et donc finalement qui devraient être terminées plus tôt. Bien, ça, c'est pour le moment maintenu, ce principe-là. Et puis, on a évidemment la grande question des régimes sociaux, notamment ceux de la Banque de France, la RATP, les industries électriques et gazières, qui sont appelés, encore une fois, à disparaître progressivement et qui concerneraient ces nouveaux régimes, les nouveaux recrutés. Ils seraient désormais affiliés au régime général d'assurance vieillesse, comme les salariés du privé. Et puis, Gérald Darmanin a annoncé il y a 2 jours que policiers, gendarmes et pompiers seront concernés par cette réforme et devront donc travailler un petit peu plus. Voilà, c'est les petits mots de Gérald Darmanin. Et puis, dernier mot, le minimum retraite qui pourrait être porté à 1 200 € pour une personne qui a tous ses trimestres afin que le retraité touche environ 80% du SMIC. Alors voilà, en gros, le résumé pour ces 2 vastes chantiers. Vaste chantier à haut risque pour le gouvernement dans une période déjà compliquée, on le sait, pour les Français avec l'inflation, la hausse du coût de l'énergie, etc. Et pour parler de ces sujets explosifs, nous sommes avec des invités tout aussi explosifs. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour ma chère Clémence. Et merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui, fondateur de Putsch Media. Nous sommes également avec Alexandra Dupuis. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocate en droit du travail et nous attendons normalement Gérard Filoche qui devrait se joindre à nous, ancien inspecteur du travail, syndicaliste et animateur de la gauche démocratique et sociale. Alors pour commencer peut-être, je vais donner la parole à l'avocate Alexandra Dupuis sur ces 2 volets. Vous qui êtes avocate en droit du travail, donc très concernée par ces questions-là, d'abord, est-ce que ce sont des réformes de fond d'après vous ou est-ce que c'est superficiel? Et si c'est du fond, est-ce que ça va dans le bon sens pour les salariés? Ça dépend ce qu'on appelle des réformes de fond. Non, ça ne va pas dans le bon sens pour les salariés. Évidemment, j'ai envie de dire que j'enfonce des portes ouvertes. Ça ne va pas dans le bon sens, surtout que vous voyez dans quel contexte c'est pris. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que déjà, si le contexte était favorable, ce ne serait pas favorable aux salariés d'une quelconque façon. De toute façon, ce n'est pas pensé pour ça. Mais en plus, on est dans un contexte où on n'a jamais eu autant de ruptures du contrat de travail. On n'a jamais eu autant de ruptures injustes du contrat de travail. À cause de cette économie et à cause des réformes qui sont déjà entrées en vigueur. Parce que donc cette réforme, cette dernière réforme de l'assurance chômage est bien superposée à ce qui a déjà été légiféré en la matière, notamment dans le contexte du Covid, enfin sous prétexte du contexte du Covid. Donc ça ne fait que rajouter une pierre à cet édifice d'injustice et de précarité, parce que le mot il est clairement là. Mais si vous voulez, on est dans un moment où on a énormément de licenciements économiques.
On a énormément d'applications d'accords de performance collective, les fameux APC dont on a parlé par ailleurs, qui permettent dans un contexte de pseudo-économie de licencier des gens pour motifs personnels, donc sans les avantages des licenciements économiques. On a des ruptures conventionnelles qui sont arrachées aux salariés, pareil, dans des contextes très très discutable. Et on l'a vu avec l'affaire Scopelec, donc on a peut-être parlé sur vos antennes, des salariés qui finissent par démissionner parce qu'on leur donne pas de travail, voilà, dans des contextes économiques qu'on veut compliqués. Et où on a des gens qui pendant 6-8 mois vont attendre avec du chômage partiel, avec des dispenses d'activité plus ou moins cohérentes du travail, et qui n'en ont pas, et finalement vont finir par lâcher avec des démissions et partir sans indemnité pour aller travailler ailleurs, mais avec des CDI, des périodes d'essai, donc c'est pas du vrai emploi, si vous voulez. Donc voilà, moi tout ça effectivement me fait dire qu'on n'a jamais eu autant besoin de chômage. Pas parce que les gens ne veulent pas travailler, parce qu'en fait moi ça m'apparaît comme une sanction. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère que quelqu'un qui est au chômage, c'est quelqu'un qui veut être au chômage. Vous voyez, il y a cette espèce de postulat qui c'est fait aussi finalement... ce qu'on entend. On entend souvent tous ces métiers non distribués aujourd'hui, tous ces postes vacants, et qu'on nous met en parallèle avec le nombre de personnes au chômage. Et on a du mal à comprendre en effet comment. Alors est-ce que c'est un problème d'orientation? Comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas une adéquation entre toutes ces personnes qui cherchent du travail et les autres qui cherchent des employés? L'adéquation, elle est que c'est pas parce que vous avez besoin de serveurs dans les restaurants que tout d'un coup, 90% de la jeunesse française a envie de servir dans les restaurants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où on a quand même le droit de faire un travail qu'on aime. En tout cas, on peut essayer. Et on va orienter la totalité de notre jeunesse sur les créneaux où il y a un besoin d'emploi. Et alors, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin d'emploi dans ces créneaux-là? C'est aussi parce que les conditions de travail sont telles et les rémunérations sont telles que c'est pas des métiers qui sont attractifs. On pense effectivement à la restauration parce que c'est dur, parce que c'est précaire, parce que c'est beaucoup de contrats à durée déterminée. Je pense aux saisonniers. C'est précaire parce que c'est des boulots qui physiquement, moi j'ai les souvenirs d'étudiantes, sont très difficiles et sont pas bien payés. C'est précaire parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle et puis les horaires aussi, c'est toujours dans les horaires du soir ou du week-end, le moment où on souhaite peut-être être avec sa famille. Tout à fait, soit que vous êtes étudiant, soit que vous êtes jeune parent, soit que vous êtes parent tout court, et qu'il faut effectivement travailler jusqu'à 1h du matin, jamais avoir de week-end, etc. Ce sont des secteurs qui ne sont pas attractifs, et obliger les gens à aller sur des emplois qui sont difficiles, dans des conditions financières qui sont difficiles aussi. Et je ne dis pas ça forcément contre les restaurateurs qui eux-mêmes subissent un certain nombre de choses. Oui, on va en parler. Voilà, on en parlait effectivement, on pense à l'association des pendus, etc. Eux-mêmes répercutent sur leurs salariés ce qu'ils subissent. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément les mettre en cause que de dire ça. Mais les conditions financières, en plus de ces emplois-là, sont dramatiques. Donc, venir expliquer aux gens que, pour reprendre une certaine expression, il faut traverser la rue pour aller travailler dans les restaurants et que on n'a plus besoin du chômage en France, c'est faire des raccourcis qui n'ont aucun sens. Alors, oui, Maître Dupuy, on continue d'en parler évidemment. Nicolas Vidal, peut-être Gérard Filoche si on le retrouve. Mais tout de suite, il est 8h01 et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, non, non. La table ronde. Et oui, là, franchement, le gouvernement s'attaque à du lourd entre la réforme du chômage et la réforme des retraites. Quasi en même temps, ils ont du pain sur la planche et nous, du pain pour analyser également tout ce qui on va dire, commence à se dessiner à l'horizon. Alors nous sommes pour en parler avec Alexandra Dupuy, avocate en droit du travail, Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Nicolas Vidal, je voudrais avoir votre opinion. Pour le moment, on était sur la question du chômage. Exactement. Alors il y a l'éco-watt et puis maintenant il y a le chômage, pauvreté, misère watt. C'est bien sûr Olivier Dussopt et nos amis du gouvernement. Et bonjour Maître Dupuy là-dessus. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement on a quand même l'impression depuis un certain temps, et vous le saviez mieux que moi, qu'avec les ordonnances travail de 2017, de septembre 2017, il y a finalement un plan qui est en train de se mettre en place avec, vous allez nous répondre là-dessus, est-ce qu'on est vers une espèce d'ubérisation, une flexibilisation du travail? Il y a eu une case du droit du travail, vous le savez très bien, et ensuite il y a effectivement cette assurance chômage qui à mon sens est en train de venir comme un coup de bambou par derrière, et notamment on y ajoute aussi
le chômage de masse et les licenciements, notamment dans l'emploi industriel. Vous avez parlé de Scopelec. Et on se rend compte que des gens qui se sont fait virer de Whirlpool, de Bosch, de toutes sortes de formes de grandes entreprises, donc qui n'ont pas demandé à se faire virer, aujourd'hui vont se retrouver avec une deuxième lame sur la réforme de l'assurance chômage. Alors voilà, la question que j'ai été un peu long, mais est-ce que pour vous, finalement, il y a une cohérence depuis les ordonnances travail, aussi la loi El Khomri, et maintenant cette réforme de l'assurance chômage et bien entendu la réforme des retraites qui va arriver, mais ça c'est notre sujet. Il y a une cohérence, en tout cas, il y a un sens commun, oui, ça c'est certain. Et c'est pas le sens, c'est pas le bon sens. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a progressé pour en arriver là depuis effectivement. Alors moi, je date ça de 2013 à peu près. En fait, on l'a pas vu forcément venir. Mais quand on a commencé à prévoir que les entreprises pouvaient faire des accords d'entreprise dans des situations qui n'étaient pas celles des licenciements économiques et qui permettaient d'imposer aux salariés des changements de contrat de travail qui étaient vraiment drastiques. On a décidé du jour au lendemain qu'une entreprise, dans des conditions qui étaient quand même assez évanescentes, pouvait dire du jour au lendemain à un salarié, vous travaillez à Paris, vous allez aller travailler à Tours, vous allez travailler à Dunkerque, etc. Et vous n'avez pas le choix. Et si vous refusez, vous serez licencié. Alors au début, vous pouvez être licencié pour motif économique. Alors, c'était déjà pas parfait, mais le licenciement économique a quand même quelques avantages. Enfin, il en avait en tout cas, parce que d'ici à ce qu'on le touche, ça aussi, il n'y a qu'un pas, sur le plan du chômage, puisque vous aviez les formes de ce qu'on appelle le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, qui permettait de maintenir les gens avec un salaire, l'équivalent de leur salaire net pendant 1 an, et d'avoir quand même des formations et des reclassements, etc. Ça, c'est le licenciement économique. Mais aujourd'hui, avec ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les accords de performance collective, qui ont, alors petit rappel, les accords de performance collective, pendant le Covid, on a quand même une déclaration du ministre du Travail qui encourage les entreprises à faire des accords de performance collective. Et il y en a eu. Et il y en a eu des... Et alors notamment... dans tout ce qui touche à l'aéroport, aéronautique, etc., il y a eu un nombre d'APC, mais fulgurant. Et alors, les APC, qu'est-ce que c'est ? Si on vous dit, donc, aujourd'hui, vous travaillez à Paris, demain, vous allez aller travailler à Cannes ou à Nice ou je ne sais pas où, vous avez votre famille, machin, c'est pas notre problème. Donc, vous devez déménager parce que sinon, on vous licencie, mais pour motif personnel. C'est-à-dire qu'on a créé un licenciement où on vient sanctionner un salarié qui refuse ce qui est à la base du droit du travail, c'est-à-dire à ne pas consentir au changement de son contrat de travail. Donc, on a fabriqué ces accords qui sont catastrophiques. Donc, on a des gens à être licenciés pour motif personnel dans des conditions dramatiques, donc à être au chômage dans des conditions tout aussi dramatiques. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui sont concernés, ou qui le seront, parce que les APC, il y en a encore énormément qui sont en mouvement, qui aujourd'hui vont être sanctionnés encore. Donc, c'est toujours les mêmes sur qui on tape. Sur un plan légal, c'est clairement ce qui apparaît. Et donc, vous avez ce phénomène de double sanction. Pareil, moi, j'ai pensé forcément au barème Macron, le fameux, que je me suis dit, les gens qui sont licenciés abusivement, et croyez-moi, il y en a, que ça soit sur un pseudo-motif économique ou que ce soit sur un pseudo-motif personnel avec des accords de performance collective qui sont abusifs, parce que tout le monde s'est emparé de ça, vous pensez bien. Vous êtes une grosse entreprise et vous avez envie de dégraisser un peu, comme on dit, vous allez vous saisir de ces APC. Parce qu'il suffit de dire à votre salarié tu vas faire 800 bornes pour aller travailler là-bas, en sachant pertinemment qu'il ne pourra pas accepter. Et vous avez un motif de licenciement qui est incontestable dans l'absolu. Et ça, c'est applicable dans toutes sortes d'entreprises en ce moment ? Ah oui, absolument. Il suffit que vous ayez un accord de performance collective. C'est un accord d'entreprise. C'est un accord qui est négocié avec les acteurs négociants des entreprises. Je ne dis plus les syndicats parce que ça aussi, on pourra en parler, mais il y a aussi une réforme qui s'est faite à ce niveau-là. Et ces accords ont été mis en place, ouverts à partir de quand ? Ils existent depuis 6 ans maintenant, mais on en parlait peu, on en entendait très peu parler. Et il y a vraiment eu un coup de pub pendant le Covid sur les APC. Parce qu'en fait, vous savez, je pense que pendant le Covid, les entreprises, parce que moi, je vous parle des gens qui profitent de la situation. Il y en a. Voilà. Et ce ne sont pas les petites entreprises. Ouais, très clair. Mais il y a eu un appel d'air. Il y a eu des entreprises qui étaient dans un mal-être total, dans une peur absolue de ce qui allait se passer pendant la crise Covid et après. Parce qu'il y a un moment où on savait qu'on allait débrancher les aides et que forcément tout s'écroulait. Donc, en fait, on a tout dit aux entreprises pour leur donner l'impression qu'ils avaient des armes pour faire face. Et les accords de performance collective ont été vendus comme ça.
Ça a été un moyen de dire aux entreprises, vous inquiétez pas, il y a le chômage partiel, vous inquiétez pas, il y a les accords de performance collective, vous inquiétez pas, il y a les plans sociaux, etc. Et la PCR a fait partie de ces coups de pub. Et donc, du coup, il y a eu un engouement, vraiment. Et il y a eu ceux qui s'en sont servis pour de mauvaises raisons. Et croyez-moi, encore une fois, ils sont... J'ai juste une question et après Nicolas Vidal, je vous redonne la parole parce que je vois que vous bouillonnez également. Non mais concernant ce que vous avez dit, c'est la majorité des personnes qui se retrouvent au chômage sont touchées en fait par ce genre de mesures-là. Je voudrais qu'on soit très clair sur le chômage puisqu'il y a aussi, et on le sait qu'il y a des abus de personnes qui préfèrent profiter des minima sociaux plutôt que d'aller travailler. Alors est-ce que vous avez un peu une proportion entre les travailleurs qui ont perdu leur travail et qui pour le moment n'ont pas la possibilité d'en retrouver, qui ont été poussés à la porte, mis à la porte, et ceux qui finalement seraient entre guillemets les abuseurs, dont on parle régulièrement dans les médias traditionnels. Alors, objectivement, j'ai aucune idée des chiffres, mais pour vous répondre, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. On présume que les gens abusent du système, c'est ça. Moi, j'ai pas les chiffres là tout de suite. Je pense qu'on peut regarder ça ensemble si vous le voulez. J'ai la conviction que les chiffres ne pencheront pas pour les abuseurs. Et en plus, qui est-ce qu'on appelle les abuseurs? Parce que qui est-ce qu'on appelle les abuseurs, par exemple, possiblement, ce seraient les saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre salariat qui existe via les saisons. Ça a toujours été ça. C'est pas de l'abus que de dire je suis saisonnier. Pour le coup, on parle de la restauration notamment. Et donc, je vais aller travailler en saison. Ces gens-là ont toujours des petites périodes de chômage, pas parce qu'ils abusent du système, parce qu'ils vivent dans un domaine d'activité qui vit comme ça. Donc, ils ont effectivement 3-4 mois de contrat en été sur de restauration à La Rochelle. Je suis à La Rochelle, donc on connaît très bien ça. Et puis, l'hiver, ils vont à Val d'Isère. C'est pas des abuseurs. Ce sont des gens qui travaillent en se posant sur un rythme d'activité qui leur est imposé. Donc, typiquement, ces gens-là, parce que souvenez-vous aussi qu'on a changé le nombre de mois nécessaires pour déclencher les droits, passer de 4 à 6, et ces gens-là, les saisons, elles font quand même plutôt 4 mois que 6. Donc, eux, ils ont été... C'est pour ça que je dis, moi, la réforme du chômage, je ne la regarde pas que du point de vue de ce qui se passe là dernièrement, je regarde l'étape d'avant déjà. Et on a cette baisse du temps nécessaire pour déclencher les droits au chômage qui est dramatique aussi. Parce que les gens qui sont saisonniers, ils cumulent rarement les 6 mois. Souvent, ils s'arrêtent avant. Ils s'arrêtent plutôt aux 4 mois. Donc moi, je voudrais déjà qu'on sache de qui on parle quand on parle des abuseurs. Et encore une fois, sans avoir les chiffres sous les yeux, je suis assez convaincue que c'est plutôt ceux qui subissent le chômage que ceux qui le choisissent qui vont être concernés par la situation. Oui, mettre du puits là-dessus, c'est intéressant. Il y a quelque chose quand vous parlez de la PC notamment, moi je pense aussi, vous savez, au PSE, le plan sauvegarde de l'emploi. Je pense à tous ces acronymes aujourd'hui qui essayent d'enrober une situation qui est de plus en plus dramatique et vers une flexibilisation, parce que vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que ça remonte à 2013, je trouve que c'est intéressant. On se rend compte, bien entendu, qu'il y a une volonté délibérée du gouvernement d'aller surtout vers une précarisation de l'emploi en poussant les gens, c'est mon avis, vous allez me le dire si vous le partagez, notamment vers l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on sort du salariat et finalement on demande aux gens de créer leur propre emploi. Encore faut-il qu'il y ait du travail, encore faut-il qu'il y ait la clientèle, encore faut-il avoir les moyens aussi. Il me semble qu'Emmanuel Macron, c'est la flexibilisation, c'est l'ubérisation totale de la société en enlevant les barrières et les obstacles au licenciement, notamment pour les grandes entreprises avec des DRH. On a entendu notamment des témoignages édifiants il y a quelques semaines chez nos confrères progressistes de France Culture, notamment sur un DRH, un tueur en fait, concrètement, qui expliquait comment il poussait à bout des salariés pour les dégager littéralement, pour les dégager en les mettant en pression. Donc est-ce que vous craignez, j'imagine, cette ubérisation, et est-ce qu'on va vraiment, c'est-à-dire cette flexibilisation qui va amener ni plus ni moins qu'un chômage de masse et une précarisation, mais absolument à outrance, comme on n'en a absolument jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous me dites. La première, c'est la question de la précarisation de l'emploi via les réformes sur les licenciements. Alors, évidemment, ça revient encore, ça fait écho à tout ce que je disais. Je parlais de 2013, pourquoi ? Parce que je parlais de l'ANI, l'accord national interprofessionnel de mars 2013. Et dans cette ANI, donc du 16, je crois, je dis peut-être des bêtises, pardon si je me trompe, on avait vu en fait
le noyau de ce qui existe aujourd'hui avec tous ces acronymes dont vous parlez, notamment l'APC. En fait, le ver est entré dans le fruit, à mon sens, à ce moment-là, vraiment, sur un plan légal. Et personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. Voilà. Et Dieu sait qu'à l'époque, on l'a dit, et enfin, moi, en tout cas, j'en ai beaucoup parlé, mais comme c'était pas là, personne ne s'est rendu compte qu'en fait, on était en train de tisser la toile dans laquelle on allait nous engluer. Donc, ça part effectivement de 2013. Pour ce qui concerne donc la précarisation, la flexibilisation, vous avez en parallèle effectivement, un droit au chômage dont on a compris globalement et la précarité et dans le temps et dans le quantum. On a effectivement des DRH qui sont calibrés pour, encore une fois, c'est pas tous les DRH de France, dans toutes les entreprises de France, qu'on nous fasse pas dire ce qu'on dit pas, mais dans certaines grosses boîtes qui sont absolument pas concernées par les problématiques économiques, on va effectivement chercher le DRH qui va être formés, qui sont formés pour ceux qui sont concernés par cette situation-là, pour faire ce qu'on appelle du dégraissage. Donc, on va appuyer sur la tête des gens pour les faire craquer. Alors, soit en leur faisant clairement miroiter le fait que ça va pas économiquement, etc. Vous savez, on crée cette espèce d'ambiance où on dit, de toute façon, si vous vous bagarrez, si vous demandez quelque chose, si vous faites grève, on arrête tout, on ferme tout, vous aurez plus rien à manger, plus rien à gagner, etc. En faisant fi notamment d'une réalité encore dans ce pays, et alors ça, on a eu un peu peur parce que il est aussi dans les tuyaux qu'on va toucher à ça, les AGS, donc le système en France, et que lorsqu'une entreprise est liquidée, le salarié, il est quand même garanti de toucher ses salaires, ses indemnités en cas de rupture, etc. Ça, en plus, il faut en parler aussi. Souvenez-vous, ils sont en train de revoir ça aussi. Donc, si les AGS, si le système des AGS est anéanti, là, pour le coup, on va vraiment toucher le fond. Je le dis parce que les entreprises qui seront liquidées en redressement, etc., et elles vont être nombreuses, on va avoir des salariés qui ne seront plus pris en charge. Donc ça va être catastrophique. Donc, mais ça existe pour l'instant. Donc, lorsqu'on vous dit ça dans une entreprise, c'est pas vrai. Mais on fait peur aux gens. Et comme ils ont peur, ils acceptent des accords. Alors, soit via... on peut faire un cours du travail, c'est pas intéressant, mais toutes les portes de sortie collectives qu'on peut ouvrir, les ruptures conventionnelles collectives, les plans de départ volontaires, tout ça est toujours sur la et donc on fait peur aux gens et après derrière on leur dit alors vous pouvez accepter ça, prenez 100 balles parce que demain vous les aurez peut-être pas. Donc ça effectivement ça existe. Bon, outre toutes les formes de harcèlement qui peuvent exister dans les entreprises, ça on n'a rien inventé pour pousser les gens vers la sortie. Et je voulais parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est intéressant puisqu'il faut superposer, je pense, les couches. Rappelez-vous aussi qu'au moment où on se parle, il y a des gens qui sont suspendus, nos soignants, n'est-ce pas ? Oui. Qui sont suspendus parce qu'ils ont refusé le vaccin Covid. Ces gens-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, ça, pour le coup, je parle de quelque chose que je connais très bien. On leur fait accepter les ruptures conventionnelles. C'est-à-dire que comme ils sont suspendus, je le rappelle, donc sans droit au chômage, en salaire depuis 6, 8 mois, 1 an pour certains, voire davantage, il arrive un moment où vous êtes quand même obligé d'accepter l'inacceptable, à savoir une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est possiblement la rupture conventionnelle ou des licenciements plus ou moins magouillés, voire des démissions, beaucoup. Donc tous ces gens-là aussi vont être concernés par ce chômage précaire. Donc eux, c'est pas des gens choisis. Donc vous vous rendez compte de l'hypocrisie, du caractère absolument nauséabond de cette situation. Et de la violence, Maître Dupuy, de la violence absolue. Les gens, donc on les a privés. Alors, c'est ces gens-là, alors on va dire des choses qu'on a dit 50 000 fois, mais pardon, c'est des gens qui nous ont sauvés, aidés, qu'on a applaudis sous les fenêtres, qu'on a quand même aujourd'hui mis dans une situation absolument inentendable, d'ailleurs sur un plan juridique. Je fais partie des gens qui se battent contre ça parce que je ne comprends pas que ça soit possible. Oui, Maître Dupuy, je me permets de vous couper là-dessus. Effectivement, vous êtes spécialiste du droit du travail. Comment on peut à un moment donné expliquer que ces gens étaient suspendus sans indemnité, sans rémunération, sans rien du tout, tout en restant finalement, si j'ai bien compris, sous l'égide du contrat de travail? C'est ça finalement. C'est quoi cette situation hybride et un peu bancale, voire très bancale même? Comment on a fait? On a créé une loi. On a créé une loi contre la loi. Ah oui. On a créé tout à fait inentendable. Et le problème aujourd'hui aussi, alors il y a eu la Cour d'appel de Paris, il y a pas longtemps, je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui, on en a parlé, on a reçu Maître Tarek Koraitem. Voilà, qui effectivement s'est mis vent debout quand même contre ça.
Et la Cour de cassation, pour l'instant, non. Est-ce qu'elle le fera quand je vois ses réactions face au barème Macron, à nous expliquer que la Charte sociale européenne n'est pas applicable, etc., voilà, à nous dire des choses qui n'ont aucun sens sur un plan juridique. J'ai peur de ce qu'elle dira pour sauver les apparences et sauver ceux qui sont décisionnaires et qui créent des lois contre la loi. Parce que si vous voulez comment c'est possible, c'est juste grâce à ces lois, en tout cas à ces textes normatifs, qui ont permis l'impensable, c'est-à-dire de venir suspendre des contrats de travail dans des cas qui ne sont ni des cas liés à la santé du salarié, ni des cas disciplinaires, ni des cas qui soient liés à la faute du salarié. Ce sont normalement les deux catégories dans lesquelles on a des suspensions de contrats de travail. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On les a sanctionnés, les salariés. On ne va pas se raconter n'importe quoi. On a créé une loi qui permet de sanctionner les salariés parce qu'ils refusent un acte médical, ce qui est leur droit fondamental. Donc là, on a effectivement... donc, si vous voulez, quand je vous disais tout à l'heure, on juxtapose les briques d'un édifice qui est absolument extraordinaire et pas dans le bon sens du terme, c'est vrai. Lorsque vous pensez donc à tous ces gens suspendus qui, eux, pour le coup, n'ont pas le droit au chômage et qui nécessairement vont vers une rupture de contrat qui va être contrainte, qui va être violente, c'est défavorable. Maître Dupuy, je voudrais qu'on continue justement de voir toutes les briques qui s'alignent parce que c'est intéressant. Pour le moment, on parle du chômage, mais il y a aussi la question des retraites. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les plans arrivent en même temps. Et il se trouve que pour pouvoir cotiser pour ses retraites, pour pouvoir avoir sa retraite, il faut avoir tous ses trimestres, idéalement. Donc, se pose encore la question du travail, finalement, derrière tout ça. Travail qui devient de plus en plus, on vient de le voir, de plus en plus précaire. Donc, finalement, tout ça va dans le même sens. Bah oui, non, mais absolument. Tout va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous soyez au moment du chômage, ou que vous soyez au moment, c'est-à-dire du chômage, donc de la vie active, ou que vous soyez au moment de la retraite, la problématique, elle se pose de la même façon, c'est-à-dire qu'effectivement se pose la question des trimestres et donc du travail, et de la précarisation du travail, parce que, encore une fois, on vous dit il va falloir avoir au moins 6 mois, mais à côté de ça, lui, le travail devient de plus en plus précaire, notamment, alors un truc aussi tout bête, les périodes d'essai. Les périodes d'essai, vous savez, on a légiféré dessus, et on les a... doublé. Donc vous avez des périodes de précarisation de l'emploi qui sont de plus en plus importantes et donc des périodes dans lesquelles on va pouvoir rompre le contrat de travail d'une manière, alors là sans aucune espèce de motivation. Et je vais donc rebondir quelques minutes pour que vous compreniez aussi quelque chose de très important. Lorsqu'avant vous avez des ruptures abusives de la période d'essai, nous on pouvait saisir le Conseil des prud'hommes et aller dénoncer ça et obtenir des dommages et intérêts à la hauteur de la situation. Typiquement, vous êtes allé débaucher quelqu'un qui a déménagé, qui a mis de l'argent pour venir et au bout d'un mois et demi, vous l'avez foutu dehors. Moi, je pouvais aller devant le prud'homme, démontrer tout le préjudice du salarié et le faire indemniser en conséquence. Aujourd'hui, je ne peux pas, parce que barème Macron. Barème Macron, petit rappel, plafond, c'est-à-dire qu'en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise, on va estimer votre préjudice. L'estimer, croyez-moi, par le bas. On a divisé par 3 les dommages et intérêts, voire davantage. La période d'essai, typiquement, quand vous avez une rupture de période d'essai, vous avez quoi comme ancienneté? Vous n'avez rien. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui se retrouvent encore une fois, donc on est dans des ruptures abusives non indemnisées, et ces gens-là, encore une fois, vont être au chômage, vont être dans la précarité, ils n'auront pas leur trimestre pour cotiser pour leur retraite. Donc tout ça, effectivement, est lié, et j'ajoute que la retraite, c'est aussi une façon de mettre dehors les gens. Aujourd'hui, dans tous les PSE, les plans de départ, etc., vous avez aussi la retraite qui est une façon de pousser les gens vers la sortie, et on va les pousser vers une sortie qui va être précaire parce qu'ils n'auront pas atteint l'âge qu'il faut avoir et ils n'auront pas cotisé suffisamment pour être pris en charge comme ils devraient l'être au regard des dizaines d'années de cotisation qu'ils ont mis dans la bannette, si j'ose dire, pour avoir droit à cette retraite-là. Donc oui, tout est lié, absolument. Nicolas Vidal. Non, mais c'est intéressant cette histoire parce qu'en plus, pour la retraite, il y a cette problématique aujourd'hui, vous l'avez dit, avec cette flexibilisation du travail. Il y a aussi des carrières qui sont extrêmement hachées, de plus en plus, avec des grandes périodes d'inactivité. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a des millions de gens qui, dans quelques années, vont se retrouver avec des retraites absolument dérisoires. Et nous viendrons, bien sûr, au fameux revenu universel qui permettra de filer 1000 balles à tout le monde pour que tous ces gens la ferme. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, Maître Dupuy, aussi. Bah oui, forcément, vous le ressentez comme ça parce que c'est comme ça. L'idée, c'est d'aligner tout le monde par le bas dans un système où la précarisation va devenir la norme.
et où peut-être les gens vont se tourner vers l'entrepreneuriat en voyant peut-être là-dedans une voie de garage, parce que simplement il n'y aura plus le travail qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on verra dans l'auto-entrepreneuriat aussi une façon d'encourager les gens à gagner leur vie, à créer leur propre retraite, etc., etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en train d'ouvrir le chômage aussi aux auto-entrepreneurs. Donc, il y a tout ça, encore une fois, lorsque vous regardez le tableau d'une manière un peu plus large, vous allez effectivement dans le sens de cette ubérisation, parce que, encore une fois, on répète les mêmes choses, mais précarité de la rupture du contrat de travail, précarité du salarié pour dénoncer la rupture de son contrat de travail abusivement, possibilité qui deviennent extrêmement complexes de rompre des contrats de travail sans aucune espèce de motivation réelle. Donc oui, tout ça va encore une fois dans le même sens et vers une précarisation qui devient le principe. Oui. Alors une dernière question, Maître Dupuy, et merci de votre venue sur ligne droite. Une question notamment sur le barème Macron, vous avez commencé à l'aborder. Ça a quand même pas fait beaucoup de bruit, ce barème Macron. Pourtant, c'est une destruction, la bombe atomique absolument de la sécurisation du droit du salarié, me semble-t-il. Parce que là, quand on regarde, d'ailleurs, allez voir sur le ministère du Travail, vous avez effectivement un petit formulaire avec 2 champs qui vous permet, pour un employeur très indélicat, de savoir ce que ça va vous coûter. Finalement, l'employeur ou la grosse entreprise va pouvoir investir dans le licenciement tout en ayant une visibilité parfaite de ce qu'il va dépenser au pire au prud'homme. C'est ça la réalité, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit, ces barèmes. Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de bruit ? Parce que, en fait, vous n'êtes concerné par le barème Macron que lorsque vous êtes concerné par une rupture abusive de votre contrat de travail. Donc, si vous voulez, on ne le ressent pas dans le portefeuille tous les mois lorsqu'on va faire les courses. C'est très pragmatique ce que je vous dis, mais les gens réagissent aux choses qui les piquent immédiatement. Et c'est normal. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc, les gens se scandalisent individuellement de cette réforme, de ce barème Macron, lorsqu'ils sont concernés. Et là, ils comprennent en fait qu'ils ont été licenciés, qu'ils ont 40 ans de boîte, et que le maximum de ce qu'ils peuvent toucher, le maximum de ce qu'on estime être leur préjudice, c'est 20 mois de salaire. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le max, il est à 20 mois, quelle que soit votre ancienneté. Donc, quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Donc, quand on vient expliquer, parce que c'est ce qu'a dit la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit, oui, ça correspond à une prise en charge adéquate du préjudice des salariés. Non, ça ne prive pas le juge de son pouvoir de juger le préjudice. Et tout va bien. Et tout va bien, il n'y a aucun problème. Non, c'est pas ça. N'entre aucunement en violation de toute la réglementation internationale en droit du travail. Tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà, c'est vraiment ce que vous dit la Cour de cassation l'année dernière. Et personne, je pense, n'a pris conscience de ce que ça s'imbriquait encore une fois dans une globalité. Oui. Parce que ça de la précarisation, parce que vous vous dites, bon, allez, lui, là, j'ai plus envie de le voir. Ou eux, bon, allez, on va faire un peu de ménage, là, on va remplacer par des intérimaires, parce que ça aussi, bon, je sais que c'est un peu avec tout ça, l'intérimaire qui lui est le chômeur par excellence quand même, il faut se le dire, le fameux abuseur dont on parlait tout à l'heure. Non, il n'est pas abuseur, c'est juste qu'il n'a pas le choix et que le seul emploi qui lui est offert aujourd'hui, c'est de l'intérim. Donc cet intérimaire qui va venir remplacer des CDI qui coûtent cher, avec de l'ancienneté, avec des primes, avec des gens aussi qui, s'ils sont là trop, vous savez, le fait de garder une communauté de travail, ça permet aussi de construire des syndicats, de construire la parole des salariés ensemble. Donc, lorsque vous déconstruisez ça, lorsque vous virez 10, 20 salariés pour les remplacer par des intérimaires, tout ça, encore une fois, va très très bien parce que les intérimaires ne saisissent jamais le prud'homme parce qu'ils ont beaucoup trop peur de ne plus travailler. Donc, ces gens-là, on vient les mettre à la place des CDI. Et les CDI, on les fout dehors en faisant un petit précalcul pour se dire, bon, alors, ça va me coûter combien cette affaire ? Allez, on va dire qu'il y en a 1 sur 2 qui va aller au prud'homme. Et 1 sur 2, ça va me coûter, 3, 4, 6 mois, 8 mois de salaire. Je provisionne tout ça et croyez-moi, le calcul, il va toujours dans le sens de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun problème. C'est toujours dans le bon sens pour eux. Donc, ils le font et ils vont le faire. Et on va aller là-dessus. Et encore une fois, ce sont ces gens-là qu'on va retrouver au chômage avec pas grand-chose. Et ils vont quitter l'entreprise avec des indemnisations qui seront
qui seront pas très très importantes, en tout cas pas de quoi vivre très longtemps. Merci beaucoup Maître Dupuy, on a bien compris qu'en tout cas on n'avait même pas besoin de Gérard Filoche parce que là vous aviez largement de quoi dire et encore beaucoup pour d'autres tables rondes. Merci encore, je précise, vous parlez des entreprises, vous avez précisé tout à l'heure que vous parliez bien des grandes entreprises puisque les petites elles-mêmes étaient dans les mêmes difficultés, c'est bien de le préciser parce qu'on a beaucoup de petits entrepreneurs ici, d'artisans qui nous écoutent. Merci évidemment à vous Nicolas Vidal également, fondateur de Putsche Média, et puis on continuera de parler de ces questions, ces grands volets de réforme sociale, chômage et retraite. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.